Mais le gérant, au premier mot de Grégoire, s'était détourné pour ne plus le regarder, qu'en faisant la moue par-dessus son épaule tout agitée d'un tremblement convulsif. Pendant le discours de Grégoire, au lieu d'écouter froidement, il s'était retiré, tout en le gardant à vue, petit à petit vers la porte. On eût dit qu'une loi secrète lui interdisait de quitter la pièce. Il avait déjà gagné le vestibule, et quand il sortit le dernier pied de la salle à manger, ce fut d'un mouvement si brusque qu'on eût pu croire que le plancher lui brûlait les souliers. Puis il lança de loin sa main vers la rampe, comme si quelque délivrance surnaturelle l'attendait au bas de l'escalier. Grégoire comprit qu'il ne fallait à aucun prix le laisser partir dans cet état s'il tenait à conserver son poste. Malheureusement, ses parents voyaient moins clair dans la situation. Depuis le temps que leur fils était dans ce commerce, ils s'étaient ancrés dans l'idée que Grégoire était casé pour la vie, et leurs soucis présents absorbaient trop leur âme pour qu'ils trouvassent encore la force de prévoir. Mais un pressentiment habitait le cœur de Grégoire. Il fallait arrêter, calmer, convaincre, et finalement conquérir le gérant. Il y allait de l'avenir de Grégoire et de sa famille. Ah, si sa sœur avait été là, elle comprenait celle-là, elle qui avait déjà commencé à pleurer quand il n'était encore que couché sur le dos, plein d'insouciance. Et le gérant, qui aimait les dames, l'aurait certainement écouté. Il se serait laissé guider par elle. Elle aurait fermé la porte et lui aurait prouvé dans le vestibule l'inanité de sa frayeur. Mais voilà, elle n'était justement pas là. Toutes les négociations incombaient à Grégoire. Et sans même s'inquiéter de savoir s'il pourrait aller bien loin, ni si son discours avait été compris, ce qui semblait peu vraisemblable, il abandonna son bâton de porte, passa par l'ouverture pour rattraper le gérant, chercha vainement un appui et tomba sur ses pattes grêles en poussant un petit cri. Il ressentit aussitôt pour la première fois de la matinée une impression de bien-être physique. Il avait pied sur le sol ferme. Il remarqua joyeusement que ses pattes lui obéissaient à merveille, et brûlait même de le porter où il voudrait, et déjà il se prenait à croire que la fin de ses maux était venue. Mais tandis qu'il se balançait sur place, sous l'influence de son besoin de courir, tout près de sa mère gisante, il la vit subitement faire un bond, tout évanouie qu'elle parut, lancer ses bras dans l'espace, en écarquillant les doigts et hurler « Au secours! À l'aide! À l'aide !» Après quoi, elle pencha la tête comme pour mieux le voir. Puis, contradiction flagrante, se mit à reculer follement, sans songer à la table encore couverte, la heurta, s'assit dessus en toute hâte, à la façon d'une personne distraite, et sembla ne pas s'apercevoir qu'auprès d'elle, la cafetière renversée répandait un fleuve sur le tapis. « Maman! Maman !» souffla le fils en levant les yeux. Le gérant lui était complètement passé de l'esprit. Voyant le café se répandre,
Grégoire ne put s'empêcher d'esquisser plusieurs fois dans le vide le mouvement de mâchoire de quelqu'un qui mange. Là-dessus, la mère se remit à crier, abandonna brusquement la table et tomba dans les bras du père qui accourait au-devant d'elle. Mais Grégoire n'avait plus le temps de s'occuper d'eux. Le gérant était déjà dans l'escalier. Le menton sur la rampe, il jetait un dernier regard en arrière. Grégoire prit son élan pour tâcher de le ramener. Le gérant, soupçonnant sans doute quelque chose, sauta d'un bond plusieurs marches et disparut en poussant un « ouh, ouh » qui retentit dans toute la cage de l'escalier. Cette fuite eut le malheureux résultat de faire perdre complètement la tête au père, qui jusque-là était resté relativement maître de lui. Au lieu de courir lui-même après le gérant, ou tout au moins de ne pas entraver Grégoire dans sa poursuite, il empoigna de la main droite la canne que le visiteur avait abandonnée sur une chaise, saisit de la main gauche un journal qui traînait sur la table, et se mit en devoir de taper des pieds tout en agitant le journal et la canne pour repousser Grégoire dans ses quartiers. Nulle prière n'y fit, nulle d'ailleurs ne fut comprise. Grégoire avait beau tourner vers lui une tête suppliante, si humble qu'il se montra, son père n'en prenait note que pour redoubler ses piétinements. Dans la salle à manger, malgré le froid, la mère avait ouvert la fenêtre toute grande, se penchait au dehors le plus loin possible et pressait son visage entre ses mains. Un grand courant d'air balaya l'espace de la salle à l'escalier. Les rideaux se gonflèrent, les journaux se froissèrent, quelques feuilles vinrent voltiger au-dessus du parquet. Mais le père impitoyable traquait son fils en poussant des sifflements de sioux, et Grégoire, qui n'était pas entraîné à la marche arrière, ne progressait que bien lentement. S'il avait pu se retourner, il aurait eu vite fait de regagner sa chambre, mais il craignait d'impatienter son père par la lenteur de sa conversion, et redoutait à tout instant quelque coup mortel pour sa tête ou son échine de ce bâton menaçant. Bientôt, le choix ne fut plus possible. Grégoire constata avec épouvante que lorsqu'il marchait en arrière, il n'était pas maître de sa direction, et tout en observant de côté l'attitude de son père, sur lequel il jetait sans cesse un regard angoissé, il commença son mouvement tournant avec toute la vitesse possible, c'est-à-dire, hélas, très lentement. Peut-être le père remarqua-t-il sa bonne volonté, car, au lieu d'entraver la manœuvre, il la dirigea de loin, en aidant de temps en temps Grégoire du bout de sa canne. Si seulement il avait voulu cesser ce sifflement insupportable. Grégoire en perdait complètement le sens. Il avait presque terminé sa conversion quand, à force d'entendre ça, il se trompa dans la manœuvre et réduisit l'angle déjà décrit, lorsqu'enfin, à sa grande joie, il se trouva bien en face de l'ouverture de la porte. Il découvrit que son corps était trop large pour passer sans accroc. Il ne vint naturellement pas à l'esprit du père, dans l'humeur où il se trouvait,
d'ouvrir l'autre battant de la porte pour permettre à Grégoire de passer. Il était en proie à l'idée fixe. Il fallait que Grégoire rentrât immédiatement. Jamais il n'aurait supporté les préparations de longue haleine dont Grégoire aurait eu besoin pour se dresser et essayer de passer debout. Grégoire l'entendait tempêter derrière lui, sans doute pour le pousser à passer comme s'il n'y avait eu aucun obstacle. Ce vacarme résonnait maintenant comme la voix de 100 000 pères. Ce n'était plus le moment de plaisanter. Et Grégoire, arrive que pourra, se jeta dans l'ouverture de la porte. Il y demeura dans une position oblique, le corps levé d'un côté et le flanc râpé par le bois du chambranle dont la peinture blanche se couvrit de vilaines taches brunes. Il était pris et ne pouvait s'en tirer seul. D'un côté, ses pattes flottaient en l'air, vibrant dans le vide. De l'autre, elle s'était douloureusement coincée sous son corps. Alors, le père lui envoya de derrière un coup solide, qui cette fois procura à Grégoire un véritable soulagement. Il décrivit une trajectoire assez longue et tomba au milieu de la chambre, perdant son sang. La porte fut fermée d'un coup de canne et le silence se mit enfin à régner.